C'est maintenant l'heure de ton rendez-vous avec une psy. Bienvenue à un prochain épisode de Rendez-vous avec une psy. Aujourd'hui, je suis vraiment super contente parce que j'accueille une collègue qui est docteure en psychologie, Kayla Rodrigue, qui travaille auprès des familles, auprès des enfants. Et j'avais hâte d'avoir la discussion avec toi parce que j'adore travailler avec les familles, les enfants. Je l'ai fait aussi à travers mes années de pratique. Puis, ce que je trouve dans ton approche, puis dans ta façon de travailler avec les familles et les enfants, ça me ressemble beaucoup parce qu'on va beaucoup au-delà de les comportements, des diagnostics, puis on va vraiment aider la famille à comment on peut accompagner l'enfant. Tu sais, j'ai envie de te dire peut-être de lire au 3e degré un peu ce qu'on perçoit dans le quotidien, ce qui est challengeant. Mm-hmm. Fait que j'aimerais ça qu'on parle de ça, mais qu'on parle aussi des relations par enfant qui, à mon avis, c'est tellement important puis qu'on prend pas tout le temps de s'arrêter à ça parce que, bon, métro, boulot, dodo, ça va vite. On est dans une société où est-ce que les parents bougent beaucoup, on fait notre gros possible. Je suis maman de 3 enfants, je sais que t'es maman aussi, fait qu'on les connaît très bien, les défis du quotidien. Puis j'avais envie qu'on vienne adoucir ça un petit peu, qu'on aide les parents à mieux interagir avec leurs enfants, d'amener une meilleure compréhension aussi. Puis, c'est ça, on pourra parler, mais avant ça, j'aimerais ça que Gros sujet intéressant, oui, vraiment. Puis, j'ai envie que tu te présentes avant, que tu nous présentes un petit peu plus ta façon d'accompagner. Puis après ça, là, on pourra y aller. Table et on se lance super. Bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Toujours agréable de pouvoir se jaser en personne en plus. Oui, dans le fond, moi, je suis, comme tu l'as dit, docteur en psychologie. J'ai une spécialisation en neuropsychologie pédiatrique. J'ai longtemps travaillé avec une approche traditionnelle. Tu sais, comme là, je porte plus le titre de neuropsychologue. Je pourrais expliquer pourquoi, mais c'est à faire des évaluations. Puis j'adorais ça, là. Puis là, trouver qu'est-ce qui se passe, puis trouver c'est quoi le diagnostic qui était associé justement aux symptômes. Et je me considérais quand même assez bonne aussi, tu sais, pour faire des bonnes évaluations. Et à un moment donné, il y a eu comme un non-sens. Moi, je travaillais autant dans les milieux scolaires, dans les milieux... J'ai toujours fait du privé en parallèle. J'ai fait en milieu pédopsychiatrique aussi. Et quand je suis arrivée dans le milieu scolaire, je pense que tu as travaillé aussi. As-tu travaillé dans le milieu scolaire? Moi, j'ai travaillé en centre jeunesse et en clinique privée, mais beaucoup en multidisciplinaire, donc avec des orthophonistes, des neuropsys. Donc, il y avait beaucoup d'évaluations. C'est ça. Fait que, tu sais, nos gros rapports là, de 10-15 pages avec plein de recommandations. Puis là, on est fiers de notre travail, puis on remet ça. Puis les parents sont contents. Parce qu'ils disent « wow », puis en plus, souvent, ils payent cher pour ça, en tout cas en privé. Puis, ça ressemble à mon enfant, je suis contente, j'ai des outils, enfin, je comprends ce qui se passe. Puis bon. Puis là, j'arrive dans le milieu scolaire, puis là, je suis OK, mais sont où, tu sais, nos recommandations? Sont où les choses qu'on... Je ne dis pas que l'école fait rien, au contraire, mais ils ont comme leur protocole, avec leurs besoins, tu sais, du milieu. Puis moi, je me suis rendu compte que les rapports, ils étaient dans le classeur. Ah, OK. Puis les rapports, souvent, ça servait à est-ce qu'il y a un diagnostic ou pas? Est-ce qu'on devrait aller vers la médication ou pas? Donc, dans le milieu scolaire, ça a été comme un premier, pas choc, là, mais révélation. Puis là, une deuxième, c'est que révélation, c'est que les enfants m'étaient, mettons, référés pour évaluation, première, deuxième année. Puis là, rendu en 4, 5, 6e année, ils revenaient vers moi avec une autre demande d'évaluation. Puis là, j'étais comme, il est déjà évalué, il y a déjà son diagnostic, il y a déjà la médication, il y a déjà les adaptations de mise en place autour. Et là, j'étais dans un sentiment d'impuissance à savoir qu'est-ce que je fais de plus. Puis même si, comme je te dis, j'étais bonne là, dans ce que je faisais, puis là, j'étais comme, malheureusement, il n'y a rien à faire, c'est génétique, il faut faire avec, il faut accepter. Ou... on se rendait compte moi, j'appelle ça le ping-pong des références. Peut-être qu'il y aurait une évaluation plus poussée qu'il faudrait faire. Peut-être qu'il faut aller suivre avec une autre thérapie dans une autre, puis là, un autre intervenant, puis un autre intervenant. Puis là, les intervenants s'en tabac. Mais moi, ça me dit non, il manque des morceaux de casse-tête. C'est pas vrai que c'est juste ça. Puis surtout quand j'ai fait une investigation à un moment donné, puis la moitié de la classe de 6e année était médicamentée. J'ai dit, OK, non, ça se peut pas que ça soit juste la médication, là. Ce que ça dit, ça, c'est qu'il y a beaucoup des parents qui sont à la recherche de réponses. Puis avec raison, qui ont besoin d'être rassurés par rapport à ce qui
comprennent pas ou ce qu'ils voient de différent chez leur enfant, puis ils veulent être accompagnés. Puis ça, c'est beau de voir ça. Je pense que dans notre société, les gens sont beaucoup plus alertes à aller chercher de l'aide. Par contre, il manque de ressources actuellement, d'une certaine façon. Puis des fois, oui, ça peut amener vers des surdiagnostics et là, peut-être augmenter l'anxiété chez les parents aussi de ne pas venir au bout de quelque chose de concret, d'intéressant, de comment qu'on peut, ou sinon d'avoir des outils. Mais c'est ça, tu sais, que qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ces outils-là, dans ces choses-là? Mais juste pour te relancer, moi, de la manière que je le vois, j'ai ciblé 2 demandes concrètes des parents. Ouais. La première, c'est qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. Fait que souvent, on a l'impression que c'est l'évaluation diagnostique. Ça va donner des pistes de réponse, mais on pourra en parler plus tard, mais pas nécessairement assez en profondeur pour comprendre. Ouais. On reste, moi, ce que j'appelle la pointe de l'iceberg. Mm-hmm. Et ils veulent savoir qu'est-ce que je fais. Mais encore une fois, souvent, le système, il reste avec des trucs et astuces, des recommandations, encore pointe de l'iceberg. Puis quand ça fonctionne, ça l'éteint des feux, super. Exemple, la médication, oui, ça peut vraiment aider, là, puis je ne suis pas du tout contre la médication. Mais quand ça ne fonctionne pas, je fais quoi après? Il faut aller creuser plus loin. Puis souvent, c'est ça, je trouve qu'il n'y a pas assez de professionnels qui prennent le temps d'aller voir en dessous de la pointe de l'iceberg puis bien voir les choses. Puis juste pour finir, moi, les recherches que j'ai faites, les études et tout ça m'ont amené à avoir une approche à sortir du cadre, à avoir une vision totalement différente puis à créer mon propre modèle d'accompagnement plus intégratif, plus holistique. Puis c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de sortir de l'ordre. De un, je faisais plus d'actes réservés, je faisais plus d'évaluation, je faisais plus de psychothérapie. Parce que oui, à un moment donné, je me suis mis à faire de la psychothérapie par le jeu, que j'aimais beaucoup, mais je trouvais encore qu'il manquait quelque chose. Et c'est quand j'ai trouvé la clé de travailler directement auprès du parent pour vraiment l'aider à répondre à ces 2 questions-là que ça a été révélateur. Parce que ça a été... Moi, c'est ce que je trouvais qui fonctionnait par la thérapie, par le jeu, surtout avec les tout-petits, d'aller comprendre les enjeux affectifs derrière le jeu. Et si vous avez des jeunes enfants, honnêtement, de 0, même, je te dirais 0-10 ans, là, allez-y avec une approche plus par le jeu ludique. Puis si le professionnel est capable de traduire ça aussi aux parents, aux 2-3 rencontres, là, moi, je trouve que ça peut faire des miracles parce que justement, là, on va aller traduire qu'est-ce qu'on observe derrière les enjeux, derrière ce que l'enfant va produire par les dessins, par les jeux symboliques. Mais tu le dis, ça fonctionne super bien auprès de l'enfant. Pourquoi? Parce que le thérapeute crée un lien. On va en parler du lien. Ouais. C'est la base de tout. Mais moi, ce que ça faisait, c'est qu'après, les parents, merci, tu as réglé mon enfant, tu as réglé mon enfant. Et après, 6 mois, 1 an, 2 ans, après, ils revenaient me voir parce que le parent n'avait pas été chercher sa confiance et les outils. Même si je le rencontrais, aux 3, 4 rencontres, mais c'était pour expliquer ce que je faisais, mais je leur transmettais pas à ce moment-là les outils à savoir comment être au quotidien avec l'enfant pour eux-mêmes aller stimuler cette maturité-là. Okay. Puis quand j'ai commencé à faire ça, là, ça a été un game changer. Ah ben oui. Il faut travailler avec les parents. Sinon, tu peux pas juste donner de l'information, des recommandations, mais vraiment, voici ce que j'en comprends. Et voici comment ça peut se manifester au quotidien. Exact. Et voici qu'est-ce qu'on peut faire dans le quotidien concrètement pour l'aider dans ses enjeux affectifs au-delà des symptômes ou des problèmes qui sont peut-être perçus par l'extérieur. Puis ça, je trouve que c'est une façon de faire, une approche, dans ton approche aussi, d'y aller beaucoup plus en douceur, en compréhension, de prêter certains... tes lunettes de compréhension à des parents pour qu'ils soient assez équipés parce que c'est eux qui sont au quotidien avec leur enfant, on s'entend? C'est ça. Puis tu sais, j'ai envie de te dire, quand on reçoit un diagnostic ou peu importe quoi, l'école qui appelle pour dire que ça ne fonctionne pas, c'est challengeant pour le parent. C'est stressant. Ça peut amener beaucoup d'anxiété, beaucoup de... Tu sais, le processus d'acceptation pour un parent, c'est quelque chose, on va se le dire. Là. Oui, fait que, de l'accompagner là-dedans, c'est vraiment nécessaire. Bien, ça peut être challengeant, ça peut être soulageant pour certains, mais ça peut aussi... Des fois, moi, je travaille beaucoup la parentalité consciente. Des fois, le parent se rend compte que c'est comme si ça parlait de lui. Il a peur que lui soit perçu comme un mauvais parent, ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait de correct, qu'est-ce que je dois faire de plus, ou où est-ce que j'ai manqué. Donc,
Il y a beaucoup ces enjeux-là qui viennent des fois interférer avec les interventions parce que sans le savoir, inconsciemment, on veut prendre soin de nos parties blessées, tu sais, en tant que parent. Puis là, ça nuit à nos interventions avec l'enfant. Fait que ça, c'est super important aussi. Ouais. Mais oui, tu sais, le diagnostic, pour moi, j'y crois encore dans le sens que c'est vrai qu'il y a des listes, des ensembles de symptômes qui sont associés avec un certain niveau de dysfonctionnement, qui sont associés à des diagnostics. Puis je pense que ça peut être utile parfois pour ouvrir des portes de service. Je pense que c'est encore, malheureusement ou heureusement, comme ça dans la société. Oui, tout à fait. Mais au-delà de ça, une fois que le diagnostic est mis, là, oui, il y a un processus de deuil, il y a un processus de transmission et tout ça, mais après, ça ne s'arrête pas là. Moi, le nombre de personnes qui viennent me consulter, qui ont fait toutes les évaluations, ils ont 2, 3 diagnostics, ils ont essayé toutes les médications. Puis qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est souvent cette clientèle-là qui est prise puis que le système ne sait plus quoi répondre. Fait que c'est pour ça, d'où ce que tu disais tout à l'heure, comment on peut revenir à l'essentiel, à la base, ou connaître les étapes de développement, comment les soutenir ça. Bien, justement, si on allait un petit peu plus là-dedans pour les parents qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut traduire principalement chez nos enfants qui vivent des difficultés qui ressortent par le comportement ou par autre chose? Surtout peut-être à travers la relation. J'aime beaucoup. Puis juste avant de cibler, puisque la relation, ça va être une clé essentielle. Mais moi, mon cadre, on va dire, d'analyse, on parlait tout à l'heure, j'arrête pas de dire c'est la pointe de l'iceberg, c'est la pointe, mais souvent, qu'est-ce qui crée ces symptômes-là à la pointe, pour moi, c'est soit qu'il y a un blocage, soit qu'il y a un déséquilibre, j'appelle ça l'un ou l'autre des 3 cerveaux. On a notre cerveau-tête, c'est la maturation neurologique, le cerveau-cœur, que tu sais, c'est imagé, là, on va se le dire, là, pour la maturation émotionnelle, et le cerveau-ventre, c'est tout l'équilibre du microbiote intestinal. C'est tout relié par le système nerveux. Fait que je ne vais pas rentrer dans les détails dans chacun, parce qu'on va parler plus de maturation émotionnelle, mais c'est quand même important à le savoir. Puis tout ça est relié à l'environnement. Donc, d'avoir ce principe-là, parce que oui, des fois, ça peut être des enjeux émotionnels, mais des fois, ça peut être relié à une priorité aux autres cerveaux. Fait qu'il faut savoir un peu distinguer ça. Mais moi, mon expertise, c'est le cerveau-cœur, c'est ce que je prends en charge, toi aussi probablement, que tu te considérerais comme ça. Puis dans le cerveau-cœur, c'est OK, comment je peux soutenir la maturation émotionnelle, le plein potentiel, tu sais, des fois qu'on appelle. Puis ça, ça va passer beaucoup par l'attachement. Donc, la relation qu'on pourra définir, et par les émotions, mais le ressenti de la vulnérabilité. Est-ce que la personne a la capacité de ressentir autant l'agréable que le désagréable? Puis beaucoup, beaucoup d'enfants, mais même d'adultes, que ça, c'est bloqué. Puis si c'est bloqué, bien souvent, on va il y a un travail à faire, tu sais, on peut aller en psychologie, on peut aller, peu importe, ça peut être, des fois je fais la blague aux parents, ça peut être le concierge de l'école. Dans le fond, peu importe, celui qui va créer une relation profonde et sécurisante avec le jeune ou avec un adulte, ça va ouvrir la porte à cette sécurité-là intérieure pour libérer l'émotion. Fait qu'on travaille beaucoup avec ces 2, moi j'ai 3 clés, là, attachement, émotion, puis conscience. Parce que si on le fait en conscience, c'est beaucoup plus facile. Là. Tout à fait. On peut élaborer, si tu veux, ou je ne sais pas ce que tu veux amener vers ça, là, mais... Oui, bien, c'est vraiment intéressant. Puis souvent, tu sais, c'est qu'on ne voit pas la différence entre quand c'est une défense, justement, une défense de la vulnérabilité de l'enfant, parce qu'il peut fonctionner bien, il peut avoir l'air très, très mature, très indépendant, faire des blagues, mais que c'est bloqué, ça. C'est plutôt par défense, tu sais. Fait que c'est ce genre de choses-là qu'on peut aussi amener à mettre un peu plus en conscience, comme tu dis, pour venir travailler la relation d'attachement, le lien de confiance et enfin toucher un petit peu plus à cette vulnérabilité-là qui, pour l'instant, est protégée pour toutes sortes de raisons. Puis ce que tu dis, c'est tellement bon parce que puis souvent, dans notre société, c'est ça qui est...
encouragés ou mis de l'avant. Là. On veut des enfants autonomes, qui sont sociaux, donc comme tu font des blagues, bon. Mais des fois, puis des fois, c'est effectivement, ça peut découler d'une maturité, puis c'est super, là. Mais des fois, ça va découler d'un certain blocage ou certaines défenses, soit au niveau relationnel ou au niveau émotionnel. Fait que comment les reconnaître, ça, c'est pas évident, mais il y a quand même des indices, là, quand on creuse, quand on regarde l'enfant est parfait à l'extérieur, mais oups, c'est à la maison que ça se passe. Ou c'est un bel inversement. indice, tout à fait. Ouais. Justement, as-tu des petits drapeaux rouges qu'on pourrait regarder comme signaux d'alarme? Ça, c'en est un exemple, mais y a-t-il d'autres choses qui te viennent spontanément? Bien, souvent, il y a comme trois indices. Je ne veux pas être trop dans la théorie, je vais essayer d'être dans le concret, là, mais 3 indices qu'on peut regarder au niveau de la maturité émotionnelle. Un des premiers indices qu'on peut voir, ça s'appelle l'émergence, mais de voir, OK, est-ce que l'enfant a de la curiosité? Est-ce qu'il a une envie de découvrir, d'aller vers, poser des questions? Bon. Ou est-ce qu'il est beaucoup plus dans le vide, c'est comme non, je veux pas, ça m'intéresse pas. Puis bon, fait que ça pourrait être un premier indice d'émergence, de vouloir aller vers. Bon. Ensuite, un deuxième indice qu'on peut regarder, qui est une autre étape aussi de maturité émotionnelle, c'est le niveau d'adaptation. Oui. Est-ce que l'enfant est capable d'apprendre de ses erreurs? Est-ce que l'enfant est capable de tolérer la différence? Tolérer... je vais donner un exemple. Des fois, il y a des enfants qui voient un autre élève avec des difficultés, des différences, puis là, il va aller rire de lui au lieu de questionner, accepter. Mais ça parle d'une difficulté à tolérer la différence ou on parle, je reviens avec des exemples dans le milieu scolaire parce que je trouve que c'est parlant pour les parents. Un enfant qui fait des erreurs, puis on dit, voyons, ça fait 10 fois que j'y explique, ça fait 10 fois que puis il n'apprend pas. Mais souvent, quand le niveau d'adaptation, de flexibilité émotionnelle est bloqué, l'enfant n'apprendra jamais de ses erreurs. Donc, ça peut amener des difficultés scolaires. Fait que ça, c'est un exemple pour ça. Et le dernier qui est comme le plus important, c'est le plus important. Une dernière étape, c'est l'intégration, c'est d'être capable puis souvent c'est ce qu'on souhaite chez nos enfants, qu'ils trouvent leur courage, qu'ils soient persévérants, qu'ils trouvent leur motivation interne. Mais pour ça, il faut être capable de vivre avec 2 émotions ou 2 pensées opposées. C'est-à-dire, il y a une partie de moi que ça me tente vraiment pas. Mais en même temps, je sais que ça va me donner quelque chose à la fin, où je vais être content, ou ça vaut la peine. Donc, malgré que ça ne me tente pas, je vais trouver mon effort, ma persévérance pour le faire, ou ma motivation interne. Puis, un autre exemple qui flash chez les parents, c'est la peur. Comme, j'ai peur, mais en même temps, j'ai tellement le goût que là, je vais trouver mon courage. Ouais. Mais si l'enfant est juste dans la peur, il ne trouvera jamais. Donc, il faut qu'il vive les 2 sentiments en même temps à l'intérieur d'eux. Puis ça, c'est une des solutions à l'impulsivité aussi. Et j'ai envie de te frapper, mais en même temps. Donc, je vais être capable. Mais les enfants, juste impulsifs, tu sais, qu'on donne l'étiquette TDAH, souvent, il y a ça qui n'est pas intégré encore, là. C'est vraiment intéressant. Puis, en t'écoutant, ce qui est monté, c'est que souvent, chez nos tout petits, tu sais, le 0-5 ans, ils ont tout ça. Spontanément, c'est comme l'humain est pur encore. Ouais, donc, il est curieux, il y a les émotions ne sont pas défensives, il y a le goût d'entrer en contact, en relation. Et là, avec souvent le cadre, tout ce qui, tu sais, toutes les choses qui viennent en place, là, l'enfant prend conscience aussi de ses actes, de comment c'est perçu. Là, les mécanismes de défense se mettent un peu plus en place, puis on a peut-être des fois, là, on va plus observer ce que tu parles au niveau des blocages. Oui, bien, c'est sûr que, bien, il y en a qui naissent avec des défenses, là, puis des blocages, là. Tu sais, on peut, je ne sais pas si tu veux rentrer là-dedans dans ton podcast, mais tu sais, il y a tout le transgénérationnel, il y a plein de choses, mais il y en a, puis peu importe, il y en a qui naissent parce que ça se passe intra-utérin avec le microbiote, bon. Mais de toute façon, entre 0 et 7 ans, il y a toute cette maturation-là qui se fait de façon
naturel. Fait que c'est sûr que entre 5 et 7 ans, on peut voir l'intégration arriver, c'est-à-dire d'être capable de réfléchir. Mais avant ça, l'enfant est impulsif, l'enfant est joyeux. Mais oui, l'émergence, c'est un des signes qu'on voit arriver le premier, là. Mais comme tu dis, avec la société, avec la façon qu'on intervient, avec nos propres blessures qu'on transfère chez nos enfants, bien, on crée leur programmation, on crée leurs blessures. Puis, exactement, oui. Puis justement, si on se rend compte qu'on a un enfant qui a peut-être des difficultés ou des enjeux, comment on peut l'aider comme parent au niveau de la relation? Ouais. Ou c'est quoi les défis relationnels, peut-être avant, qu'on peut retrouver chez les jeunes enfants, chez nos ados, parce qu'il y a aussi les adolescents? Les ados aussi. Ça va être la même base chez les ados, même s'il y a des différences au niveau symptomatologique, là. J'ai perdu l'idée où ce que je voulais m'en aller, mais je vais revenir sur ta question directe. Au niveau de la relation, ce que j'ai envie de dire puis qui parle aux parents, c'est que souvent, on est en redirection. C'est-à-dire, j'ai plein de parents, moi, qui sont déjà dans la bienveillance, ils veulent, mais ils veulent rassurer. Ils veulent, puis là, ils se disent qu'ils veulent voir pourtant le besoin. Tu sais, la plupart, on entend tout le temps ça, voir le besoin sous le comportement, mais comment le faire, c'est une autre paire de manches. Mais ils disent, qu'est-ce qui se passe? Maman est là, puis tout ça, puis je vais te rassurer. Ben non, n'aie pas peur, tout ça. Ou, la bonne chose à faire, c'est ça. Tu sais, on va donner des recommandations ou même, certaines fois, des punitions, puis des conséquences. Bon. Mais ça, c'est ce que j'appelle de la redirection. C'est pas d'être en connexion avec son enfant. C'est pas d'être dans la relation. C'est d'être dans son parent réactif. Ouais. C'est d'être dans... mettons, je vais donner un exemple personnel. Là. Quand mon fils il était jeune, là, il était dans son vélo, puis là, il descendait une côte, puis là, moi, j'avais comme peur qu'il tombe parce que je le voyais pas sécure. Puis là, oh non, Liam, non, débarque de ton vélo, fais attention. Mais là, moi, c'est ma peur que je projetais. Il n'y avait pas de problème. Mais tu sais, en projetant ça, je crée aussi. Mais pourtant, je me disais, ah non, c'est correct. Tu sais, je prends soin de lui, puis je suis dans la relation. Mais non. Fait que, autre exemple, c'est qu'on va... juste pour revenir, là, redirection, c'est qu'on va venir tout de suite donner notre commande, faire notre assurance, plutôt qu'être dans qu'est-ce qui se passe pour mon enfant, qu'est-ce qui se dit dans sa tête, qu'est-ce qui se dit versus, maintenant, si je reviens avec l'exemple de mon fils, j'aurais pu dire, prends une pause. Ouh, je vois que tu as beaucoup de plaisir. Ouais. Je vois que, tu sais, là, je me mets à sa place. Je vois que tu prends de plus en plus de risques. Puis, comment tu trouves ça? Est-ce que tu te sens en contrôle? Est-ce que, tu sais, vraiment le mettre autour de lui, puis m'approprier ma part. Oh, je te regarde aller, puis ça me fait un peu peur. J'ai peur que tu perdes le contrôle. Tu sais, c'est correct de nommer nos choses, mais c'est approprié plutôt que de les projeter sur l'enfant. Puis un autre exemple qui parle souvent aux parents, c'est au niveau, mettons, de la télévision, qui peut parler pour même les ados, là, dans le sens que souvent, on va, bon, là, c'est assez, on ferme la télé, on va tout de suite mettre notre demande, puis c'est pas que c'est grave, là. Oui, s'il faut qu'il ferme la télé, il faut qu'il ferme la télé, mais souvent, on va y aller tout de suite en redirection. Ferme la télé, c'est assez, ça fait assez longtemps. Puis bon... il y a plein d'enjeux aussi personnels qu'on est en train de projeter à ce moment-là, quand on se fâche parce qu'ils ne ferment pas la télé, là, de la culpabilité parce qu'on leur donne trop de télé. Bon, en tout cas, peu importe. Mais ici, on y allait en connexion, dire oh, qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Est-ce que tu aimes ça? Ouais. Non, ça se peut-tu que ça va être difficile pour toi de l'arrêter? Regarde. Puis, tu sais, on va vraiment prendre le temps de se mettre plus à leur place. Puis ça, c'est comme quelque chose à développer, là, parce que c'est pas instinctif. Là. Ah, bien, j'adore ça parce que tu parles d'être en conscience. Puis c'est exactement ça, parce que sinon, c'est vrai qu'on est impulsif. On est dans les agir impulsifs, consciemment ou bien souvent inconsciemment, bien souvent. Puis c'est ce que ça me fait penser, c'est que dès que le parent a un malaise, souvent, on peut avoir tendance à l'agir. Comme par exemple, tu sais, moi, il y a un exemple qui est monté. Bon, un enfant qui est dérangeant, puis là, un parent qui va le mettre tout de suite en punition, comme pour le retirer. Mais c'est pour se calmer lui-même, souvent, j'ai l'impression, tu sais, de comme, OK, moi, je vais être... parce que c'est pas correct, exactement. Puis qu'il n'écoute pas, puis là, c'est la pression de la société qui... Exactement. Donc, là, de retirer l'enfant plutôt que de, comme tu dis, d'y aller doucement, en conscience. Puis... Ça veut pas dire qu'il sera pas retiré, l'enfant. Tu sais, c'est pour ça aussi que je fais la distinction. Peut-être qu'on va retirer l'enfant, mais on le fera pas de façon réactive. Tout à fait. On va le faire en conscience. Puis pour lui, OK, là, je vois que c'est trop pour toi, tu as de la misère à te contrôler, viens, je vais t'accompagner, on va venir dans ta chambre. Mais c'est pas, non, ça marche pas, va dans ta chambre. Exact, c'est ça la différence, tout à fait. De l'extérieur, il va aller dans sa chambre, là.
mais l'énergie va être différente. Puis qu'est-ce que ça fait quand on est en parent conscient puis en connexion? C'est que là, de un, on aide l'enfant lui-même à se connaître, à avoir de l'introspection. On l'aide à augmenter sa capacité adaptative. Ouais. Moi, j'appelle ça la zone verte qui fait qu'on connecte le cerveau du haut, on aide les fonctions exécutives et tout ça. Et ça l'aide la relation de confiance. Ouais. Mon parent me comprend. Parce que le nombre d'enfants qui dit que tu me comprends pas, tu sais pas ce que je veux, parce qu'on est... Puis pourtant, oui, je sais, mais t'es tout le temps... C'est pas que tes redirections sont pas bonnes. Des fois, les trucs que tu donnes sont super bons, mais là, il est pas prêt à les recevoir. Il faut que tu fasses ta connexion avant. Exactement. Oui, puis des fois, moi, ce que j'appelle aussi, c'est d'ouvrir des portes au cœur. Puis l'enfant va choisir d'y entrer ou pas. Mais tu sais, ça, j'aime beaucoup ça. Parce que moi, l'exemple que je donne souvent aux parents, c'était, exemple, ton enfant, ton ado qui arrive à l'école, il garoche son sac d'école, mais là, on peut avoir tendance à se dire, ben voyons donc, tu sais, d'agir sur le comportement, va ranger ton sac comme... Plutôt que de se dire, ben il y a peut-être eu une mauvaise journée, tu sais. Et d'aller ouvrir une porte au cœur, tu sais, hey, mon Dieu, t'es rentré sec tantôt, tu sais, c'est-tu passé quelque chose de particulier aujourd'hui? Puis là, ben il peut fermer la porte puis dire, ça me tente pas, ou de pas rentrer là, mais j'ai l'impression que plus que tu ouvres des portes au cœur aux enfants, plus qu'ils vont avoir envie d'y entrer au moment opportun pour eux. C'est ça. Puis c'est pas, mettons ton exemple, il est bon, il lance son sac à dos, c'est pas à cause que tu prends pas soin du symptôme là. Tu sais, tu pourras revenir plus tard sur le sac à dos qui a été lancé. Là. Exact. Puis probablement que ça va être important que tu y reviennes plus tard. Mais là, comme tu dis, j'aime ton expression, ouvrir une porte au cœur, c'est qu'est-ce qui se passe là dans le moment. Parce que si t'es comme, non, ça se passe pas de même. Quand on rentre dans... Là, t'escalades, tu mets de l'huile sur le feu. Puis là, l'enfant dit, tu me comprends pas. Puis il va dans sa chambre, claque la porte, sacre après. Fait que là, ça finit plus, là. C'est ça. Ça rajoute une couche de probablement ce qu'il porte déjà de sa journée, tu sais, sans le vouloir, là, évidemment. Oui, puis probablement que toi, c'est venu te piquer quand il y a manque de respect, c'est pas ça la conscience. Fait que c'est pour ça qu'en travaillant le parent conscient, après, on est capable d'aller travailler la clé de la connexion, la clé de l'attachement, parce que là, on est moins réactif. Et après, ça l'aide la vulnérabilité, parce que si tu ouvres la porte du cœur, comme tu dis, bien après, l'enfant, il peut se laisser. Puis des fois, c'est difficile parce que le parent, il fait tout ce qu'il a à faire, entre guillemets, là, pour ouvrir la porte du cœur. Puis peut-être que l'enfant ne voudra pas, comme tu as dit. Puis ça, c'est dur aussi comme parent. Des fois, on a le goût. Maman est là, je vais t'écouter. Laisse-toi aller, parle-moi. Ça se commande pas de même. Non, c'est ça. À un moment donné, il faut juste dire, montrer au cerveau, tu es en sécurité. Fait que comment je peux me démontrer comme un guide, une posture sécuritaire pour mon enfant, puis à un moment donné, la défense va diminuer. Puis... Oui, pour pas tomber dans l'autre côté qui devient quasiment envahissant ou surprotecteur. Là, ça, c'est pas mieux non plus. Non, c'est pas mieux parce que l'enfant va le sentir aussi comme un stresseur. Puis malheureusement, ça va augmenter les défenses. Là. Exact. Ben, tout ça, on le travaille avec le parent conscient que j'appelle. Là. Puis souvent, le parent, il a peur parce que l'enjeu, moi, que je vois souvent derrière, c'est que ben voyons, je fais tout pour lui, puis on dirait qu'il n'est pas reconnaissant, puis j'ai peur qu'il m'aime plus, puis j'ai peur... Mais j'ai dit, mais c'est pas à lui à être reconnaissant. Tu sais, c'est pas la job de ton enfant de te reconnaître ou même de t'aimer. Tu sais, ça, c'est peut-être tes propres enjeux, tes blessures, tu peux travailler là-dessus, mais toi, ta job, c'est d'être un guide pour ton enfant. Oui, tu vas apprendre de ton enfant. Tu sais, il est là pour justement mettre tes blessures au grand jour, là. Mais fait que ça frappe des fois. Puis une phrase que je dis souvent aux parents, puis ça va peut-être faire changer le sujet un peu, mais tu me recadreras, parce que ça leur parle beaucoup. Je dis, et si ça ne changeait pas? Puis tu sais, dans la vie, tout change, tout évolue, tout ça, mais et si ça ne changeait pas? Quel genre de parent tu veux être présentement? Puis ça part, tu sais, les enfants qui ont des gros diagnostics, des grosses problématiques, puis que le parent essaie de tout bord, tout côté, puis là, moi, je veux leur faire voir. Puis on dirait qu'ils restent tellement pris sur le résultat. Puis ça, c'est souvent décevant parce qu'ils n'en voient pas à court terme des résultats. Puis tu sais, moi, je ne peux pas promettre des résultats non plus là, dans mes consultations. Jamais, en tout cas, jamais qu'on fait ça. Là. Et c'est pour ça que et si ça ne changeait pas? Quelle posture tu veux avoir? J'aime ça. J'aime beaucoup ça parce que ça ramène la responsabilisation aussi de soi puis de voir... Bien, qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta relation? Tu parlais de co-création, c'est comme un pont, hein? chacune des relations. Puis chaque enfant est différent, chaque parent est différent aussi. Donc,
Ça demande quand même de la créativité pour voir, OK, avec cet enfant-là, comment je peux rentrer en lien versus cet enfant-là, que ça va être différent. Vraiment. Toutes les différences individuelles. Donc, tu sais, je trouve l'humain extrêmement beau, mais extrêmement complexe aussi. Puis c'est là qu'on peut s'y perdre là, par moment. Les parents disent, écoute, c'est donc même compliqué, c'était pas compliqué. Mais c'est ça, c'est pas... Ça peut être simple. Ça peut être simple. Moi, je le simplifie en 5 clés, là. Mais tu as tout à fait raison. De un, c'est un cheminement parental personnel. Puis des fois, ça peut amener des conflits là, dans le couple. Ça peut être un autre sujet. Mais après, c'est pour ça que des fois, tu dis, pourtant, je les ai élevés pareil. Mais non, mais ils viennent pas te chercher pareil. Ils viennent pas te faire réagir pareil, tes enfants, là. Ils ont chacun leur personnalité, puis qui vont déclencher des choses différentes chez toi, donc qui vont te faire intervenir différemment. Puis des fois, toi, de l'extérieur, tu penses que c'est pareil, mais ça ne vient pas activer la même chose dans la dynamique. T'sais. Ça vient pas... Même avec un, tu vas être très ferme, ça va le rassurer, puis avec l'autre, ça va escalader. Fait que, c'est ça. Fait que, faut que tu... C'est pour ça, moi, le parent conscient, ça rentre là-dedans aussi. Conscient de la situation, conscient du besoin, conscient de ce que ça me fait déclencher. Puis je m'ajuste dans tous les styles de parentalité. Des fois plus libertin, des fois plus autoritaire, selon le besoin. Oui. Puis tu parles justement des enjeux que ça peut amener dans le couple aussi, parce que, bon, c'est deux êtres humains complètement différents, les enfants vont déclencher des choses différentes aussi chez chacun du membre du couple parental. Donc, ça aussi, j'imagine que c'est beaucoup d'ajustements. Ce que je vois souvent, moi, j'appelle ça le yo-yo parental qui peut se faire soit chez la même personne ou dans le couple. C'est que souvent, il y a un parent qui se veut dans la bienveillance, mais sans le vouloir, glisse dans le laxisme parce qu'il est trop dans le parler, le négocier. Puis là, ça vient dans le laisser aller un peu. Puis à un moment donné, c'est comme, là, je suis plus capable, là. Ting, puis là, tombe dans l'autre côté, très autoritaire. Là, c'est assez. Là, ça. Fait que là, oh non, je me sens mal, je veux pas être comme ça. Puis là, retombe dans l'autre. Mais des fois, on va dans le couple. Puis je vais généraliser, là, ici, c'est pas tout le temps ça, mais souvent, c'est maman qui est plus dans le pôle laxiste et papa dans le pôle autoritaire. Fait que là, les deux essaient de compenser l'autre. Quand papa voit maman trop laxiste, là, il va arriver, puis il fait, puis là, maman, non, puis là, va venir protéger. Fait que c'est comment, en prendre conscience, puis se rejoindre, puis d'accepter l'autre. Comme je dis, c'est pas grave le type de parentalité, puis on revient au lien. Ce qui est important, c'est quel lien est-ce que ça donne avec l'enfant. Maman, papa pourrait être super autoritaire, avec des techniques comportementales, mais il y a un super bon lien. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Exact. Fait que c'est ça, c'est de se ramener au lien. Mais quand ça crée un problème dans le lien, là, c'est là qu'on peut discuter, se connecter sur nos besoins, voir est-ce que c'est la meilleure stratégie qui pourrait répondre aux besoins, est-ce qu'on est prêt à changer ou pas. Après ça, prendre des décisions. De s'ajuster s'il y a lieu. Selon le type d'enfant. Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'effectivement, le mot conscience est hyper important dans ça, mais sans non plus se mettre de pression de performance avec tous les outils, toutes les informations aussi que les parents ont accès. Honnêtement, je fais ça, puis je suis quasiment essoufflée de voir tout ce qu'il y a, puis de voir tout ce que les parents peuvent porter aussi sur leurs épaules en se disant... Bien là, je devrais lire plus de livres, je devrais avoir plus d'outils, ou donne-moi des solutions concrètes parce que je veux performer dans mon rôle de parent. Alors que c'est pas ça du tout, c'est vraiment de retourner à la base, puis au lien toujours, de se ramener à ce lien-là. J'aime ta question de dire, mais si ça changeait pas, comment tu voudrais être comme parent? Je veux être dans la frustration, puis dans la recherche tout le temps, ou je veux être dans l'acceptation, puis dans ce qui est. Puis, puis les parents, souvent... soit à cause qu'ils visent trop le résultat, fait que là, ils s'épuisent parce qu'ils ne le voient pas automatiquement, mais des fois, c'est un processus de maturation. Ça peut prendre des années, là. Fait que c'est dur, des fois, d'avoir confiance. Moi, des fois, je donne l'exemple personnel avec mon propre garçon, qui est maintenant rendu à 10 ans, puis ça va super bien. Mais quand il était plus jeune, c'était 3 méga crises par jour à défaire sa chambre et tout ça. Puis je l'ai toujours accompagné dans ma vision, ma façon, mais j'avais les regards extérieurs. « Hey, moi, je serais ravisse, je ne laisserais pas faire ça. » Puis je suis certaine que si j'avais été... parce que j'avais hyper confiance en ce que je faisais, puis je faisais confiance au processus. Puis aujourd'hui, je suis très contente. Parce que si j'avais été
comme on me disait, tu sais, cadré, puis tout ça, je sais qu'aujourd'hui, il y aurait au moins 1 ou 2 diagnostics. Ah ouais. Et, tu sais, il ne serait pas aussi épanoui qu'il l'est là. Je suis presque certaine, bon, à cause de mon background, tu sais, je vois les choses et tout ça. Là. Fait que c'est ça. Souvent, on est pris dans le résultat court terme au lieu de faire confiance au processus. Puis souvent, on est pris dans, comme tu dis, la culpabilité. Mais la culpabilité, souvent, ça vient d'une frustration qu'on voudrait que les choses soient différentes. Ou j'aurais aimé que ça se passe différemment. Fait que là, il y a un deuil à vivre. Quand on revient à ce qu'on disait avec le diagnostic, le deuil, des fois, il y a un deuil que, voyons, on dirait que c'est pas la parentalité que j'aurais voulu avoir. C'est pas ça que j'imaginais. Je suis vraiment déçue que mon enfant ait ces difficultés-là. C'est correct d'avoir ce deuil-là, là, on peut se le dire. Là. Tellement. Vraiment. Puis, en fait, il y en a toujours des deuils à avoir, là, parce que il y a toujours la parentalité, la famille imaginée versus qu'est-ce qui est réellement. Puis souvent, il y a tout le temps un cap, veut pas. Puis ça demande un processus de deuil qui est petit, gros, moyen, grand, selon ce qui se passe. Là, mais quand on se compare aux autres, aux réseaux sociaux, fait que c'est de s'accepter. Mais c'est un cheminement. C'est un cheminement personnel. La parentalité, je trouve ça c'est tellement un processus puissant qui nous aide à cheminer sur soi, là. Merci d'être là aux enfants. Oui, c'est des bons enseignants, en fait. Il y en a qui donnent plus de défis que d'autres, mais on est capable. Exactement. C'est un travail sur soi, comme tu dis, constant, là, dans le fond, quand on se ramène à ça. Sinon, y a-tu d'autres choses que tu avais envie de partager ou des clés que tu aurais envie de donner là, spontanément comme ça aux parents qui nous écoutent, que ce soit pour les enfants, les ados? Oui, mais les ados, dans le fond, souvent, tu sais, comme je disais tantôt, de 0 à 7 ans, chez les enfants plus sensibles, on peut s'attendre à 8-9 ans de voir le processus quand il n'y a pas de blocage. Quand il n'y a pas de défense, pas de blocage, là, ça demande un petit peu plus de manipulation. Parce que quand il y a des blocages, des défenses, même adulte, là, on peut être encore dans... Dr. Neufeld, il appelle ça le syndrome d'enfant immature. Là. Chez les ados, il se passe quand même... si l'enfant a eu la chance d'arriver dans l'adolescence avec une maturité interne, il arrive des défis, autant psychologiques, physiologiques, il arrive des défis qui créent de la séparation. Fait qu'on va dire des stresseurs. Là. Fait que s'il n'y a pas son intérieur fort puis un entourage fort qui le soutient, bien, ça met tout en défi, ça aussi. Ça va comme accentuer puis ça va augmenter les défenses. Fait que là, il peut avoir des dérapages. J'en parle dans mon livre quand mon ado dérape. Fait que s'il y en a qui ont des défis avec les ados, ça peut être intéressant. Puis souvent, c'est de revenir à la base. Fait que ça va être les mêmes conseils qu'on va donner aux tout petits, que ce soit tout petit ou même des fois adulte, c'est revenir aux clés qu'on se disait. Je vais les nommer rapidement. Là. Comment je peux être en connexion au lieu d'en redirection? Comment je peux être en mode alpha, c'est-à-dire être un guide pour mon enfant et non pas être dans la victimite ou dans le caporal-chef ou de projeter mes choses. Donc, comment être en alpha? Après ça, comment être un agent libérateur de l'émotion? Plutôt que, ben non, ça se fait pas, ça se dit pas, soit pas comme ci, soit pas comme ça, ou ben non, tu vas voir, ça va s'arranger. Donc, comment on peut aider l'enfant à connecter avec son émotion puis le libérer, là? Quand il y a trop de stresseurs, comment on voit les stresseurs dans nos vies, comment on va les diminuer. Puis si on ne peut pas jouer sur les stresseurs, comment on va faire des ponts. Et ça, c'est quelque chose que je travaille. Puis la dernière, c'est la conscience. Conscience de qu'est-ce que je projette, conscience de est-ce que je mets mes limites. Est-ce que, fait qu'on travaille beaucoup ces 5 clés-là. Fait que moi, j'ose dire le parent qui comprend les 5 clés, parce que c'est pas un outil ABC, là. C'est comme une énergie, c'est une posture. Là. Quand on comprend les 5 clés, c'est applicable dans tous les domaines, n'importe quelle situation, que ce soit pour gérer les dodos, les écrans, les difficultés de devoir, ton enfant t'insulte, peu importe ce qui arrive avec ces 5 clés-là. J'adore ça. Parce que toute manifestation de symptômes, ça peut aller dans n'importe quelle direction, finalement, mais c'est toujours de se ramener à ça, à l'intérieur, à qu'est-ce que tu peux faire dans la relation pour améliorer. C'est ça. Mais oui, ça, c'est bon qu'on l'aborde, justement, parce qu'il y a des parents qui peuvent venir dire, ben moi, c'est les dodos, là, vraiment, c'est ça qu'il faut régler, ou ben moi, c'est telle affaire ou telle chose.
Fait que je trouve ça le fun, que c'est intéressant, que Ouais. peu importe la symptomatologie, comment que ça va se manifester, il y a quelque chose à faire à l'intérieur et dans la relation. Puis c'est important avec les parents. Tu sais, moi, j'explique, je leur donne souvent de l'enseignement, de la théorie, puis je reviens avec les 5 clés, mais comment on l'intègre dans le quotidien? Exact. Parce que, tu sais, c'est bien beau. Ah, wow, je comprends tout maintenant. Mais après, je fais quoi, là, au quotidien, quand il me lance son sac par la tête, puis tout ça? Ouais. Fait que moi, avec les parents, j'aime bien dire, OK, raconte-moi ce qui est arrivé ce soir. T'es rentré, l'enfant a dit ça, il a fait ça. OK, parfait. Toi. Puis là, c'est là qu'on intègre les 5 clés. Fait qu'à force d'intégrer ça dans des exemples, ça devient de plus en plus automatique. Puis au départ, c'est pour ça, au départ, les parents disent « Ah, mais c'est donc bien compliqué. » Mais n'importe quelle habitude qu'on change, c'est sûr, ça va demander un effort parce que là, on passe d'un mode réactif à un mode conscient. Fait que ça demande beaucoup d'efforts. Mais une fois que ça devient de plus en plus une habitude, ça prend beaucoup moins d'efforts. Puis de toute façon, je dis, ben, oui, ça te prend de l'effort là, mais tu vas tellement te sentir plus fier que de prendre l'effort à gérer la crise, puis continuer ça, puis d'être épuisé après. Là. Tout à fait, exactement. C'est un autre type d'énergie qui est plus gratifiant. C'est ça, exact. Puis pour un temps, là, parce qu'à un moment donné, ça devient fluide. Mais tu sais, je dis ça, mais moi, je suis pas à 100% consciente là, dans ma parentalité. Là, on ne l'est jamais. Parce que notre mode instinctif, naturel, c'est d'être dans le réactif, là, d'être dans la redirection. Mais c'est sûr que moi, j'ai semé beaucoup de graines, fait que je peux me permettre, je vais dire ça comme ça, d'être réactive, puis là, ça fonctionne. Mais aussitôt que je vois que ça glisse, il faut, j'allais dire, la switch tourne, puis je me remets dans mon mode. Oui. C'est ça, c'est un apprentissage. Un apprentissage qui va être bon et qui va nous suivre toute notre vie dans toutes les relations, en fait, aussi. Puis c'est ce que tu lègues aussi aux générations. Plus tu fais ce travail-là en conscience, plus que ces enfants-là grandissent dans un environnement beaucoup plus conscient aussi. Puis qu'ils vont moins léguer leur bagage émotionnel à leurs enfants. Tu sais, on disait au départ, puis je disais à la blague, on va tous les foquer, nos enfants, mais de moins en moins, si on les aide à devenir conscients, bien, eux, ils vont moins projeter chez leurs enfants leurs blessures qui... oui, fait que... C'est ça, sauver le monde. C'est le syndrome du sauveur. Mais non, c'est ça. Puis ce que j'aime, tu l'as dit, c'est dans toutes les relations, tu sais, que ce soit avec le conjoint après, au travail, les 5 clés ou comment être en relation, mais c'est partout. Puis même à soi, souvent, le parent prend conscience, « Ah, moi, j'ai des parties de moi à l'intérieur de moi. Tu sais, j'ai une partie qui veut pas, j'ai une partie qui veut. » Fait que, tu sais, j'ai des parents qui viennent blessés puis sont en thérapie en à côté pour régler leurs choses. Puis c'est correct parce que moi, je fais pas de thérapie. Mais j'ai dit, ça, c'est une partie de toi qui est blessée. Mais il y en a une autre partie de toi qui veut réussir. Fait que tu n'as pas besoin de te régler, tu sais, pour activer la partie de toi qui veut faire différemment. Tout à fait. Elle peut être là, tu la soignes, tu l'écoutes, tu actives tes 5 clés avec elle, mais tu as ton autre partie en même temps. Fait que, tu sais, ça enlève de la pression aussi. Là. Oui. Puis ce que j'aime aussi, c'est de dire aux parents que même si on fait un agir qu'on n'aime pas, là, tout est récupérable de toute façon. Fait que, tu sais, il faut se mettre de la pression, mais tu peux revenir 1 heure après, 2 jours plus tard sur ça, puis d'utiliser ces clés-là, justement. Puis même au début, moi, c'est ça que je recommande. Au début, fais juste observer. Là. Tu vas être réactif, puis là, tu vas t'observer, puis tu vas revenir après. Là, à un moment donné, le après va devenir presque pendant ou même avant. Puis des fois, on va aller se connecter à des choses qui sont arrivées quand ils étaient bébés. Et on peut toujours se connecter plus tard. Là. Ah, j'adore ça, vraiment. Ah, ben merci beaucoup. Je pense que ça clôt bien notre discussion. Puis je pense que ça va aider beaucoup de parents, justement, d'être un peu plus, de voir en conscience, puis de s'accepter aussi tel qu'on est, mais en même temps, de toujours vouloir se poser la question, ben, qu'est-ce que j'ai envie de léguer à mes enfants? Qu'est-ce que j'ai envie pour eux actuellement? Puis dans mes relations aussi, parce que toute la famille... c'est un système, hein, si on veut. Là. Fait qu'un système qui a envie d'être en conscience, je trouve ça super beau puis super intéressant. Fait que merci, Kayla. Merci de ton invitation. Ça fait plaisir.